C'est la deuxième partie de cette vidéo avec deux interviews, VirtualGo et Mao Mornity. On va développer un peu plus ce qu'on a vu dans cette vidéo, la première partie. Allez, c'est tout de suite. À toi Fabrice. Non, je vais la refaire. Bonjour VirtualGo, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Eh bien, je suis Fabrice de VirtualGo, youtubeur, streamer dans la VR et passionné de la VR d'avant tout, du gaming aussi. Et voilà, donc je présente un petit peu tout ce qui est possible dans le domaine de la VR, dans sa grande largesse, c'est-à-dire pas que le gaming justement. Ok, tu fais ça depuis combien de temps? Alors, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi, on va dire, pour arrondir, parce qu'il y a une étape où j'ai commencé sans commencer, mais vraiment activement, allez, 2 années et demie à peu près, où j'ai commencé sur YouTube. Et dans un deuxième temps, je suis allé sur Twitch, où maintenant je consacre beaucoup plus de temps qu'avant, donc je suis sur les deux supports, mais aujourd'hui plus présent sur Twitch que sur YouTube, en parallèle. D'accord, très bien. Alors tu fais de la VR créative aussi un petit peu dans tes émissions et pas que du gaming. C'est pour ça que je t'ai invité aussi à parler du sujet. Alors oui, étant ancien graphiste, hein, alors j'étais graphiste dans l'édition, donc pas vraiment le graphiste actuel qui fait de la 3D ou autre, mais plutôt tout ce qui était papier, etc. Donc dans un autre monde, une autre époque. Mais j'avais quand même des notions voilà, où j'ai fait quand même de la création. Et puis donc j'ai une certaine sensibilité quand même malgré tout sur le monde tout ce monde créatif. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait plein d'applications dans la VR, surtout les premiers temps où j'ai commencé, donc je suis passé un petit peu par tous ces petites applications très sympas du style Medium par exemple pour faire de la sculpture ou Vermilion plus récemment. Il y en a plein, Tilt Brush, etc. et toutes les variantes. Donc tout ça qui est pas du gaming justement, mais qui fait partie de la VR ou de la XR maintenant, qui a du potentiel énorme pour la création et c'est quelque chose auquel je veux d'ailleurs revenir un peu plus maintenant. Justement, quel potentiel tu vois dans ces applications créatives en VR et bientôt XR? Justement, il n'y a pas de limite. On peut très bien faire de la peinture à l'huile comme dans Vermilion sans avoir le moindre outil à la maison. On peut être sur un voyage dans un train et s'amuser à faire sa peinture comme si on était dans un salon à faire si on avait tous les outils sous la main et qui sont pas possibles à transporter comme on pourrait l'avoir. Évidemment, c'est pas 100% la réalité, quand même une base quand même qui est quand même assez impressionnante. Enfin, je parle entre autres de Vermilion par exemple, mais après il y a aussi, je prends Tilt Brush qui a des outils qui seraient de la 3D, de la peinture 3D, je sais pas comment on pourrait le décrire exactement, Oui, c'est un qui peu sont pas ça. faisables dans la vraie vie, qui n'existent pas dans la vraie vie et qui donnent des nouvelles manière de créer. Donc voilà, ça fait partie des choses. On peut créer comme dans la vraie vie et on peut aussi créer des choses nouvelles. Ok, très bien. Et ce qui t'a particulièrement plu chez Vermilion, donc l'application Vermilion? Le réalisme, j'ai été bluffé. La sensation en fait du pinceau par exemple, où ils ont été jusqu'à, on peut faire des mélanges de couleurs, la pression du pinceau, on peut diluer avec, avec de l'huile, etc. Enfin vraiment faire comme si on était dans la réalité. Plus l'interface qui est plutôt sympa. On peut avoir des tutoriels accessibles facilement. Ils ont tout fait pour que on puisse accéder à des tutos pour apprendre la peinture, que ce soit pour les novices total débutants, hein, quelqu'un qui veut démarrer, il peut vraiment partir de zéro. Et puis celui qui connaît, se perfectionner. Et en plus, tout est exploitable, c'est-à-dire que à l'ère des NFT en plus, on pourrait très bien se créer un tableau et le revendre après, le récupérer en tout cas techniquement, numériquement, Mhm. et puis l'exploiter de différentes manières. C'est super intéressant déjà, et puis ça avait l'air assez ludique. J'ai pas pu l'essayer moi-même, mais la vidéo que tu as faite sur le sujet, Vermilion en particulier, moi je t'ai connu avec la vidéo sur Medium à l'époque, parce que c'est mon petit chouchou. Mais Vermilion m'a vraiment donné, enfin tu m'as donné vraiment envie de le tester par cet aspect ludique. Tu confirmes du coup, il n'y a pas d'aspect forcément professionnel à la chose, tout le monde peut le faire déjà. Tout à fait. Après, il est Et assez technique. Il est quand même technique parce qu'on peut aller loin. Il y a quand même tous les outils classiques. Alors moi, je suis pas un peintre, hein. Dans la vie, je fais pas de peinture, mais clairement, l'avantage, c'est vraiment on peut apprendre la peinture relativement facilement avec tout ce qu'ils nous mettent à disposition. Et en plus, vraiment, le novice peut démarrer, mais il faut un peu de motivation quand même parce qu'on part sur un tableau blanc, hein, oui. et après, il faut quand même avoir. On a des bases qu'on peut mettre, par exemple, afficher un modèle et puis dessiner par-dessus, Mhm. et jusqu'à quoi après on puisse avoir la liberté totale de créer comme si comme on en fait. Mais on a vraiment toutes les possibilités. Du coup, à part Vermilion, qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans toutes les applications créatives que tu as pu tester? Par exemple, Tilt Brush, c'est des choses, comme je disais, qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. C'est Mhm. une création totalement numérique.
Donc par exemple des petits effets de lumière, des choses comme ça qui dans Il y la a pas vraie mal vie d'effets n'existent pas. dans Voilà. Tiltbrush, ouais. Donc créer des choses avec de la lumière, par exemple, Mm. c'est quelque chose qui est nouveau. En 3D, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir sous toutes les tailles, sous toutes les dimensions, quand on a créé quelque chose. Ça, c'est assez magique, qu'on peut pas faire non plus dans la vraie vie. Par exemple, Medium, ce qui était assez drôle pour l'anecdote, c'est que à l'époque, j'étais dans une salle de sport. Ils avaient une machine qui scannait en 3D, scannait le corps en fait quand on arrive pour faire des mesures, scanne le corps sur une machine en Mhm. 3D. Et moi, j'ai récupéré le fichier et je l'ai intégré dans Medium. Du coup, j'avais mon corps en 3D dans Medium et j'ai pu m'amuser un petit peu avec ça. C'était assez fun pour l'anecdote. Et ça permettait de vraiment se voir sous tous les angles, de toutes les tailles. Et on peut en plus après encore travailler dessus. Ouais, C'est complètement. assez sympa. Ok, on va en reparler du coup de ces applications créatives. Il y en a beaucoup plus que tu ne le penses du coup. Il y en a qui ont été montrées à l'époque avec la chaîne ETR par Mao Morniti et des applications gratuites. Donc je te représenterai ça très très bientôt. Avec plaisir. Bah justement, ça peut être le sujet d'une émission ou quelque chose, parce que c'est vrai que moi, je veux m'échapper un tout petit peu du gaming. Comme j'avais déjà dit, je l'ai dit haut et fort sur ma chaîne, en tout cas ma chaîne principale, parce que maintenant que j'ai deux chaînes, j'ai une chaîne plus estampillée gaming et l'autre, j'aimerais être plus professionnel Mhm. et partir sur des sujets plus larges, c'est-à-dire rester toujours dans la XR, on va dire, un peu moins gaming et un peu plus sur les choses professionnelles, sur des applications, sur tout le potentiel de la VR qui sort un peu du gaming parce qu'il n'y a pas que ça. Ouais, qu'on montre moins. Ouais, effectivement. Ok. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Fabrice. Bah, avec plaisir. À très vite sur YouTube et à Twitch. Merci à toi. Merci VirtualGo, merci Fabrice. Au passage, si tu vois Holo, dis-lui de revenir quand même. Et pour la suite, j'ai décidé d'inviter Mao Morniti pour parler des aspects un peu plus professionnels de la VR créative. Alors bonjour Mao, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bonjour mon cher Albin, donc du coup je suis Mao Morniti, Fabien Brochard, c'est mon vrai nom, je suis principalement concept artiste, animateur 3D et aussi créateur d'expériences immersives en réalité virtuelle, pas mal directeur artistique maintenant aussi et je suis en train de monter une société de production qui va s'appeler Magic Machine et qui va arriver prochainement début 2024, donc je fais pas mal de choses. Super. Donc tu connais bien la VR et les VR, la VR artistique, les plusieurs applications. Quel est ton parcours du coup dans cet univers-là de la VR et particulièrement artistique? C'est quelque chose qu'on a, je dis on, hein, parce que tu étais là, hein. C'est quelque chose qu'on a découvert en tout cas pour ma part, j'ai vraiment découvert en 2019 lors de l'événement IAMAG, qui est un événement qui avait lieu et qui revient, donc qui aura de nouveau lieu à Paris, durait 3 jours, qui est plein de masterclass, et IAMAG Masterclass, et une des premières masterclass à la matinée d'ouverture, c'était Goro Fujita, grand gourou, Goro le gourou, oula, qui avait fait une démonstration du logiciel Quill, qui appartenait à l'époque à Facebook, qui n'était pas encore méta, et qui m'avait mis une claque de fou. Déjà, la personne en elle-même est assez inspirante et avait fait le saut, hein, clairement, là, de sculpter, d'animer une scène en une petite demi-heure au final, hein. Ça avait été très rapide en live devant public, tout en faisant des blagues, en commentant, en expliquant, et en plus la scène avait été soufflée par les idées débiles du public. Donc c'était un peu genre waouh, on peut faire ça là aussi vite en VR en plus. Ça m'avait vraiment bien intrigué et un peu soufflé, et on pouvait tester les casques, donc c'était Facebook, hein, qui était partenaire de l'événement, donc c'était du Rift à l'époque, Ouais, il le me semble. Rift 1, ouais. Et donc du coup on pouvait tester, il y avait Quill, mais il y avait aussi, je sais pas si Medium on pouvait le tester, je me rappelle pas, je sais qu'il y avait Gravity Sketch aussi, Gravity clairement Sketch. qui avait un stand. Oui. Et en tout cas, autant Gravity sur place, n'y connaissant rien, j'avais un petit peu de mal à m'y retrouver. Autant Quill en 20 minutes, un quart d'heure de test, on arrivait déjà à faire des choses assez cool sous les directives Ouais. des gens qui géraient les démos, qui conseillaient quand même bien pour qu'on fasse des trucs et qu'on se perde pas. Et je m'étais vraiment dit, c'est vraiment quelque chose, déjà ça m'avait super intéressé. Et je m'étais dit, ouais, c'est quelque chose qu'il faut absolument que je fasse à la maison, quoi, que je m'y mette. Ça apporte vraiment quelque chose en plus de la 2D et la 3D qui était déjà bien en place.
Et c'est là que ça m'avait vraiment donné envie de m'y mettre. Donc on avait acheté nos casques peu de temps après. Toi, je sais que tu as été très rapide, moi j'ai mis un petit peu plus de temps. On a testé un petit peu tout ça. Et effectivement, assez vite, j'ai compris que ça allait me faire gagner beaucoup de temps, me permettre d'être plus créatif aussi, de tester plus de choses. Enfin, ça a été vraiment une grosse découverte, c'était très important. Ouais. Ouais, effectivement. T'avais déjà testé la VR avant? Pas sous cet angle-là. Je me rappelais avoir testé des jeux en VR, mais genre dans les années 90, à la tête dans les nuages à Paris. Donc c'était vraiment la VR à papa à l'ancienne, avec Ouais. des graphismes ultra polygonaux et tout. Mais c'était déjà fou à l'époque, les simulateurs VR. Là, on était dans une espèce de shooter à la Doom, là, en cube et en pyramide, là, avec des trucs au secours les femmes. C'était Formula One. En VR, mais ouais, c'est la première expérience, c'était ça. Et puis après, entre les deux, absolument rien, à mon sens. Hein. Je voyais bien qu'il se passait des choses quand Oculus était arrivé avec le premier Rift, tout ça relancé. Il y avait les HTC aussi qui étaient quand même déjà là, dont on parlait, mais qui étaient chers, donc cher. C'était relatif, mais enfin, sans être sûr de s'y mettre, c'était quand même un budget à mettre, donc forcément pour s'y intéresser, c'est moins évident. Là où Facebook a été fort, c'est qu'ils ont quand même bien cassé les prix pour l'entrée, pour la porte d'entrée, et tout de suite ça devenait moins un argument chez la concurrence pour Jump, pour sauter dedans. Donc voilà, non, vraiment première expérience VR, vraiment faire des choses avec, c'était à Yamac 2019. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis bah, tu parlais de Medium, donc Facebook, Oculus Medium à l'époque, c'était un petit peu à part, il n'y avait pas de stand directement, c'était présenté par Marc Simonetti, donc à l'événement Yamac C'est vrai. 2019. Et on était plusieurs, avec Vincent Lefebvre notamment, on avait pu tester pendant 2 heures, on avait pris en main carrément, en 2 heures, on prend en main vraiment l'application, le logiciel à VR, et c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a tout de suite plu. J'ai vu tout de suite effectivement le potentiel derrière les créations. Alors on en parlera tout à l'heure, mais ça suffit pas seulement d'avoir une app créative, Medium, Gravity Sketch, Quill. Il faut passer après sur d'autres logiciels comme Blender par exemple. Tout à fait. Mais ouais, très très bonne expérience. Et puis donc petit aparté, Yamag reviendra enfin en 2024. Donc je crois que c'était en mars. Donc je remettrai bien sûr le lien après la vidéo. Euh, Exact. Toujours soutenir les amis. Et oui, c'est vraiment un événement à faire. Alors, je ne sais pas s'il y aura effectivement pour l'instant de VR annoncé, mais il y a de toute façon des choses bien créatives à voir, à découvrir. Je pense qu'on parlera d'IA, intelligence artificielle pour la création. Mais bon, voilà, hein, et effectivement, c'est une super expérience que de vivre ça et de se faire montrer le potentiel lors d'événements comme ça. Donc, ne loupez pas. En tout cas, Euh, Goro il sera, donc il y aura forcément au moins une masterclss Quill, ça me paraît je évident. pense. Maintenant, Quill n'appartient plus à Facebook. Enfin, Facebook n'a plus de logiciel créatif dans son escarcelle. Ça a été racheté soit par Adobe, soit par des indépendants. Et Google non plus, puisque Tiltbrush, pareil, ils s'en sont séparés, c'est devenu open source. Donc, en tout cas, les gros GAFAM, a priori, n'ont plus la partie dedans. À part Adobe, mais il fait pas partie des GAFAM. Non, c'est ça. Et puis, donc le potentiel pour toi des apps créatives, dont tu as parlé de gain de temps, de facilité de travail, et puis après passer sur un logiciel 3D. Donc toi, tu travailles comment et avec quelles applications encore aujourd'hui? Alors, j'utilise beaucoup, enfin celle que j'utilise le plus maintenant, c'est quand même clairement Gravity Sketch, même si j'ai énormément utilisé Quill pendant un temps. Les deux font vraiment des choses très différentes, donc dans tous les cas, elles ne sont jamais marchées sur les pieds. Ça dépend vraiment du travail qu'on cherche à faire. Medium aussi de temps en temps pour certaines choses. Et je suis pas un sculpteur à proprement parler, je fais plus de modélisation, de choses comme ça. Donc l'aspect voxel et toute l'optimisation de retopo qu'il faut faire derrière, etc. C'est pas forcément ce qui convient à mon workflow à moi. Mais néanmoins, voilà, pour certaines choses, ça me sert toujours. Ouais, c'est vraiment les trois principaux que j'utilise, ça va être ça. Puis après d'autres petites choses plus pour m'amuser ou pour faire des one shot ou de la détente sur voilà, qui sont pas forcément pour faire des boulots.
professionnelle à proprement parler, comme TickBrush, Multibrush ou OpenBrush, hein, on utilise les trois selon ce qu'on veut. Et ouais, essentiellement Quill quand il y a besoin de faire de l'animation, des rendus peut-être un petit peu plus stylisés, ouais, du blocking d'animation, de l'UI. Quill me sert pas mal pour l'UI. Gravity Sketch pour tout ce qui va être modé, blocking, etc. L'UI, donc c'est interface utilisateur. Tout à fait. Et ouais. pour des travaux professionnels, du coup, tu as utilisé Gravity Sketch, Quill déjà? Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Parce qu'il y a peut-être du NDA, mais... Ouais, il y en a. Enfin, peut-être surtout pour parler, on peut en parler un petit peu. Là récemment, pour le coup, donc c'est en début 2023, j'ai eu l'occasion de travailler pour une boîte qui s'appelle Richemont, qui ne fait, c'est pas les fromages à raclette, c'est une boîte type LVMH en Suisse, hein, qui ont des marques de luxe, des choses comme ça, qui avait pour but de faire une expérience en réalité virtuelle, donc développée sous Unity pour le coup, pour présenter, on va dire, l'ADN de la société aux nouveaux employés. Donc l'idée c'était d'avoir un enchaînement de scènes un peu animées et un peu interactives pour suivre la vie de la société, de sa création par l'ancien PDG qui est décédé depuis, hein, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Enfin voilà, une petite présentation d'1 quart d'heure comme ça. Et donc du coup, tout le design et enfin, la pré-prod, mais même au sens large, elle a été faite sous Quill parce que ça a été, vu que c'était animé derrière, et qu'en plus il fallait un rendu un peu peinture à l'huile, aquarelle, etc. Plus que Blender avec du Grease Pencil par exemple, où c'est très cool, mais c'est très difficile après d'exporter correctement les shaders vers Unity. Avec Quill en fait tout était fait en alambic, qui est un format d'export avec de l'animation, et ça nous a permis donc de peindre finalement, parce que Quill c'est plus un logiciel de peinture que de sculpte, même si on fait de la 3D, enfin, dans la logique. Donc ça a vraiment permis de peindre comme si on était à l'huile ou en aquarelle, tout en animant déjà, et exporter finalement les scènes avec les couleurs directement dans Unity. Donc, finalement dans Unity, c'était la seule chose qui restait entre guillemets à faire, c'était d'améliorer un petit peu le rendu, de faire les enchaînements, les éléments interactifs, etc. Et éventuellement de raffiner un petit peu le lighting, des éléments de décor 2D rajoutés ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est un gros gain de temps au niveau de la production, puisque avec un seul logiciel, on exporte déjà quasiment l'essentiel. Oui. Ça a été vraiment pas mal. Après, Gravity, on m'en sert un peu plus tout le temps, parce que voilà, dès que c'est besoin de faire du blocking, il s'y prête bien, et après on exporte dans Blender et on travaille dans Blender. Donc ça, c'est moins quelque chose qui va jouer beaucoup techniquement dans une production, c'est plus à mon niveau où ça permet de gagner du temps en début de travail. Medium pareil, finalement. Et est-ce que ça te permet d'autres choses par rapport à un logiciel 3D, la VR? Ouais, complètement. Ce qui m'a toujours le plus fasciné là-dedans, c'est le fait c'est l'immersion en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le fait d'être dans la scène et pas juste la regarder sur un écran d'ordinateur à plat. Alors oui, sur un écran d'ordinateur, je peux déplacer ma caméra dans mon viewport, oui, je peux zoomer, dézoomer, etc. Mais la vue que j'ai de mon objet, même s'il est plus gros ou plus petit, c'est toujours mon écran et la taille de mon écran, 24, 27, 32 pouces, ce que vous voulez, méga wide. Si vous en avez, c'est cool, mais visuellement pour vous, ça vous change rien dans votre perception. En VR, quand je zoome dans ma scène, et que je peux la déplacer aussi, ça change complètement ma perception, et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour itérer, et des fois même pour développer des nouvelles idées. C'est-à-dire que le simple fait, ça m'arrive fréquemment, surtout pour de l'environnement ou des choses comme ça, de changer de point de vue, de me dire en fait non, c'est vachement mieux ici, et finalement j'aime replacer ici et commencer à modifier. Et cette idée-là, je l'aurais pas eu de la même manière, elle serait pas venue pareil sur un écran, vis-à-vis d'un écran d'ordinateur. Donc le truc qui m'a toujours plus fasciné et vendu l'outil, en dehors du fait qu'on le bosse plus rapidement, c'est vraiment ce côté perception, être dans la scène, pouvoir visiter un environnement, une scène, en étant à l'échelle, et du coup se rendre compte tout de suite si les proportions aussi sont bonnes, pas bonnes, si ça fonctionne pas, enfin voilà, on le sait.
enfin, c'est des trucs tout bêtes, hein. Même sculpter une main, au début j'ai sculpté mes mains de manière externe. Maintenant, très fréquemment, mon blocking, je le fais sur ma propre main, c'est-à-dire que j'ai la main et puis j'utilise l'outil sur ma main pour sculpter mes phalanges. Comme ça, la main, elle est déjà à l'échelle en fait, et après j'affine, je resculpte, etc. Mais quand on est à côté d'un personnage, on sent bien quand on est face à lui à l'échelle, si les épaules sont à peu près au même niveau, bon bah c'est que le personnage il est a priori bien proportionné. Si on se voit avec les épaules là, quand il est censé faire la même taille que nous, bah c'est qu'il y a un problème, les proportions, tout ça, enfin tout est plus évident. Ouais. Et ça c'est pareil, c'est du gain de temps aussi, au final c'est pareil, c'est on itère plus créativement que techniquement au final. Ouais, ça c'est vraiment l'avantage de la VR, donc l'immersivité et donc trouver comment dire, d'autres process créatifs et donc des points de vue différents, ceux qu'on n'aurait pas forcément trouvé sur un logiciel 3D sur un écran, quoi. Complètement, et des fois même partir sur complètement autre chose. Ça va être commencer à sculpter un truc, me balader dans la scène, trouver un point de vue qui me plaît plus et partir sur sculpter finalement complètement autre chose en fait, juste en gardant un petit bout du truc où j'étais, parce que là en fait il y avait un feeling avec quelques éléments qui mais en fait ça marche vachement mieux et en fait on va changer l'idée du projet, on va partir sur autre chose et parce que là je le sens bien, et ça m'arrive beaucoup plus rarement en 3D sur un logiciel classique on va dire, où je vais rester quand même plus fixé à mon idée parce que je l'explore moins personnellement en fait. Ok. Dans ton parcours, je sais que tu as, et puis je vais remontrer ça dans la vidéo sur les applications VR artistiques, tu avais participé avec ETR.fr à l'époque, maintenant c'est DailyVR, à des Tout à fait. émissions, donc c'était une fois toutes les 2 semaines, et donc tu avais l'actualité VR, artistique, les logiciels, etc. Et puis une partie démonstration de différents logiciels. Moi je pense que je vais citer déjà Quill Medium qu'on avait fait ensemble, avec un temple. Exactement, ouais. Super cool. Gravity Sketch plusieurs fois, ouais, c'était bien sympa. Et puis donc t'en as testé quand même pas mal. Microsoft Maquette aussi que j'ai Ouais. découvert avec toi. Enfin quand tu l'as présenté plutôt. Euh, et quelles expériences, quelles applications tu retiens le plus pour la création, donc de celles que tu as présentées comme Microsoft Maquette? Ouais, bah alors bon, en dehors de celles qu'on a déjà citées avant, qui sont les principales, Microsoft Maquette, ouais, ça avait été une bonne claque. Parce que ça gagne vraiment à être connu. C'est plus un logiciel typé quand même pour du blocking ou de la recherche d'interface, de faire des plans aussi, pourquoi pas pour des salons, ce genre de choses. Enfin, on peut vraiment même faire des espèces de maquettes aussi de niveau de jeu. Il y a énormément d'outils préconçus, de formes qu'on peut utiliser, des choses comme ça. Donc l'interface, elle est un peu raide au début parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est plutôt bien foutu. Et ouais, j'avais trouvé le logiciel super intéressant, il est gratuit aussi, d'ailleurs on n'a pas parlé, mais tous les logiciels qu'on a nommés depuis le début sont gratuits à l'heure actuelle. Un Quill c'est gratuit, Medium c'est toujours gratuit puisqu'il est plus franchement développé, il reste un peu dans son jeu mais il est gratuit. Gravity c'est gratuit avec une formule payante avec un peu plus d'options, mais la version gratuite est très bien. Donc Maquette c'est gratos aussi. Et ouais, c'est un logiciel que je présente souvent pas mal quand je donne des cours dans des écoles qui sont plus en ambiance marketing, communication, etc. Parce que ça leur colle plus, et pour faire la réalité augmentée ou la prévise en réalité virtuelle, c'est quelque chose qui se rapproche pas mal de ce qu'ils peuvent déjà connaître dans d'autres logiciels qu'ils utilisent, donc c'est vraiment très bien. Ils portent bien son nom, c'est pour faire des maquettes, quoi, donc peu importe le type, mais vous pouvez maqueter ou faire des choses plus créatives visuellement aussi, hein, mais il est vraiment orienté pour ça. On avait montré TintBrush aussi, que j'aime beaucoup mais que j'ai jamais énormément utilisé au final, même si j'ai utilisé quand même sur un projet l'an dernier pour un client, puisque le produit était développé sur TintBrush, j'utilisais ça à la base. TintBrush c'était vraiment très sympa aussi plus pour le côté peinture. Peinture 3D et tout, le côté ils ont fait une version multi aussi, effet exactement. C'était vraiment très sympa. Je l'avais montré TVORI, qui est devenu, je ne sais plus comment il s'appelle. ShapeXR. Voilà, qui est ShapeXR maintenant, que j'aimais bien, pareil pour tout ce qui était maquette, c'est vraiment un outil de marketing, mais avec pas mal de fonctions d'animation, ce qui n'est pas le cas de Microsoft Maquette, on peut pas vraiment animer grand chose en Microsoft Maquette, on peut pas animer spécifiquement. Pas directement. Et
c'est ça, et Tvori proposait un petit peu tout ça, donc pour faire pareil de la maquette d'applications AR, VR, ou simplement des petits films d'animation, du blocking d'animation, ce genre de choses, avec un rendu un peu polygonal quand même, pour pas faire des choses très très détaillées dedans. Léger, mais... C'est ça, c'était vraiment très cool, mais voilà, à un moment ils ont changé le modèle économique et c'est devenu un peu, je trouve. Il y a des fonctions qui étaient juste vitales, qui sont passées dans la version payante et qui rendaient le truc beaucoup moins attractif. Donc je sais pas où ils en sont avec chez Pixar, s'ils ont changé un peu leur fusil d'épaule, si je sais pas testé chez Pixar. Eh Voilà. ben, on peut pas parce que techniquement on n'a pas le bon casque. Maintenant c'est disponible, chez Pixar n'est disponible que avec du Quest 2, donc Meta Quest 2, et avec nos Rift Pour ça. S, on peut pas, tout simplement. Ok, tout s'explique. C'est un peu le souci de certains. Donc soft Tvori est aujourd'hui. encore disponible si je ne m'abuse, mais pas chez Pixar. C'est ça, et après je crois que c'est, je sais plus, on va peut-être tester des petits trucs un petit peu obscurs aussi en même temps. Il y avait Masterpiece, mais je l'avais jamais montré à l'époque. Masterpiece qui était pas mal aussi pour l'animation, ce genre de choses, c'était assez cool. Ouais, on peut faire pas mal de choses dans Masterpiece, ouais. Il y a deux versions, Masterpiece Studio et Masterpiece Creator, je crois que ça s'appelle. Je Ouais. leur montrerai ça parce que je les ai toutes en tête et un peu trop, je me souviens plus de tout. Mais et puis une autre qui arrive, enfin qui est déjà là, mais qui va vraiment plus décoller, c'est Figmin XR. Tout à fait, ouais. Ça, j'ai hâte de mettre les mains dedans. Mais qui est du coup qui est disponible. Je sais même pas si elle est disponible sur Quest 2, sur Quest Pro, c'est sûr. Elle Oui. utilise les fonctions AR Donc réalité augmentée, ouais. Quest Pro, c'est ça, avec le pass-through. Et ça, ouais, ça a l'air vraiment vraiment très cool. Bah, c'est un ancien collègue qui l'utilise énormément, qui doit bosser avec la boîte. Ça permet bon de sculpter, de créer, etc. Bien sûr, de dessiner, mais il y a aussi des interactions. Et en fait, Figmin, il a l'air très cool parce qu'on peut faire des jeux, en fait, des vraies applications. Et les partager du coup avec ses contacts, jouer à plusieurs, etc. Alors j'ai pas assez creusé pour voir si on pouvait jouer à distance sur la même application. En tout cas, quand on a la même pièce, c'est possible. Et pour l'instant, même si je sais que c'est prévu, il n'y a pas de store. Alors je sais que dans les tuyaux, il y a un moyen de partager les apps. Je sais pas si à un moment il y aura moyen de les vendre ou de les monétiser d'une manière ou d'une autre, ce qui pourrait être intéressant aussi. Mais je sais que c'est dans les tuyaux et qu'a priori à un moment il y aura moyen au moins de se les échanger. Ça paraît évident. Il y a des trucs qui tournent, enfin ou sur la page YouTube par exemple, ou en cherchant Figmin XR sur YouTube, où il y a des trucs vraiment très très cool. Il y en a qui ont fait des jeux ou des applications assez développées. J'ai vu un planétarium comme ça, quoi, genre on a le planétarium interactif autour de toi dans son appart, quoi. C'est quand même génial, fait par juste des passionnés. Donc c'est très très cool, très très cool. Ouais, il y a des choses qui sont très très bien et pas forcément par des studios, des gens comme nous dans nos bureaux, hein, qu'ils soient professionnels ou pas. Et, C'est ça, et comme c'est ça que j'essaie de Vermillon, montrer. Oui, qui est créé par un mec passionné tout seul. oui, il y a plein de choses. Alors, il y a Gesture VR aussi que j'ai pas pu tester parce que c'est payant et puis bon, voilà, je peux pas tout acheter non plus. Mais qui a Le l'air problème, c'est vraiment ça, très c'est qu'à un sympa. moment, on peut pas tout acheter. Mais qui est vraiment très très sympa et qui est disponible en réalité augmentée aussi. Donc tu peux l'utiliser sans environnement fermé dans ta pièce. Et puis oui, effectivement, Vermilion. Donc j'inviterai Virtual Go à s'exprimer sur le sujet parce que son avis est intéressant en tant qu'ancien graphiste. Et puis il teste beaucoup de jeux vidéo en VR, mais de temps en temps des apps créatives ou des applications VR qui changent comme Vermillon. Donc, pour expliquer simplement, en fait, on a un canevas, on a un tableau blanc devant soi, et on peut peindre vraiment à la manière d'un peintre avec comment dire, des vrais pinceaux. Enfin, des pinceaux virtuels, mais et avec une texture aussi réaliste qu'un canevas, Ouais, comment dire, une c'est toile impressionnant. blanche réelle. Hmm. C'est vraiment un studio de peintre à l'huile virtuel, quoi, avec le chevalet, la palette, les outils, le pinceau, les couteaux, le diluant. Enfin, il y a vraiment tout. Et le moteur qu'il a réussi à coder pour la peinture est juste dingue, en fait, quoi. Ça gère le temps de sèche selon l'épaisseur de peinture. On peut la rediluer sur la toile. On peut faire un glacis sur la toile aussi pour peindre par-dessus. Enfin, c'est tout. La plupart des trucs vraiment importants étaient pensés. Il y a même le bruit.
le full design de la C'est toile. important. On peut, me semble-t-il, c'était pas le cas au départ, mais faire ça à plusieurs, je crois jusqu'à 4 dans le même espace. Donc du coup peindre à l'huile avec ses potes, pourquoi pas avec la même référence et genre faire vraiment comme un cours de peinture en VR. Et il me semble qu'il a développé, mais je sais pas si ça marche, il avait fait un pass-through, c'est-à-dire que je crois qu'on pouvait aller peindre dans un jeu par exemple ou dans une autre application. J'ai vu des mecs comme ça, des femmes, aller dans Half-Life Alyx et du coup poser leur chevalet dans Half-Life et J'ai peindre. vu ça passer, effectivement, j'ai pas fait le lien, mais ouais. Et du coup, est-ce que il a réussi à aller jusqu'à faire un pass-through et avoir ça dans son appart ou dans sa maison et du coup genre être chez soi, mais peindre tranquillement sans les odeurs de térébenthine et sans tout saloper avec la peinture. Ça peut être très cool. Donc si vous voulez vous prendre pour Bob Ross, ouais, Vermillon, c'est bien. Ouais, puis exporter ses créations, j'ai pas tout vu passer, mais je pense qu'il y a des très très belles créations à partir de Vermilion que tu peux ensuite exporter et puis éventuellement vendre. Comment bah, dans la peinture, de toute façon, c'est une image, donc comme quand on bosse avec Photoshop. Mince, j'ai plus l'application iPad quand Procreate, voilà, la mémoire de psychopathe ou autre. Enfin ouais, c'est une application de peinture tout à fait valable. Ouais, il y a plein de choses qui existent aussi. Je vais remontrer. C'est Kingspray que tu avais remontré aussi. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Mais oui. Kingspray qui est un logiciel créatif pour graffeur. En gros, tu te mets sur un toit et tu graffes ce que tu veux, tu dessines ce que tu veux à la bombe directement. Ça gère aussi ce que tu avais raconté, c'était que ça gère le temps de sèche, Ouais. les différents matériaux sur lesquels tu graffes. Exactement, et la peinture est absorbée différemment. Si on en met trop, ça coule et ça fait les traînées qui sèchent, donc ils vont pas tomber jusqu'en bas. Enfin, il y a vraiment le moteur de peinture était assez fou. On a fait ça avec Mandrin à l'époque, Ouais. effectivement. Et c'était ouais, cette appli est top. C'est dommage qu'elle ait pas été poursuivie ou qu'ils en aient fait un 2 ou quoi que ce soit parce qu'il y avait vraiment, bah, ouais, elle est assez géniale quoi. Puis visuellement, c'est joli quoi. Ouais, ça a l'air bien fait. Bah, j'ai jamais pu tester moi, mais parce que là c'est pareil, il faut acheter l'application et puis bon, j'en ai pas forcément utilité. Mais Ouais, c'est ça. le sujet est vraiment intéressant et puis c'est limite un simulateur dans le sens où effectivement ça gère quand même pas mal de choses. Comment dire, la peinture que tu appliques suivant si tu es proche ou loin du mur, ça sèche ou ça se diffuse, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Exactement. Parce que vous entraînez au graphe sans acheter plein de bombes et sans saloper les murs autour de chez vous. Vous pouvez commencer là-dessus, puis quand vous commencez à être bon sur Kingspray, bah, vous pouvez sortir, aller faire vos courses et aller graffer ailleurs. Ça Est-ce marche qu'il y pas a, mal. est-ce qu'il y a des applications que tu connais comme ça, que tu as vu passer et que tu aimerais utiliser, donc d'applications VR créatives, que tu aimerais, alors, soit celles qui existent effectivement en VR sur Oculus, donc les casques Meta, sur Steam, ou éventuellement sur d'autres plateformes, il y a le PSVR Ouais, carrément, bah Dreams, sur hein, qui est PlayStation. vraiment, c'est un vrai coup de cœur, même si j'ai pas le matos qu'il faudrait pour l'utiliser complètement, mais c'est qu'ils l'ont, comme il a été gratuit au mois d'août là sur le PS Store, sur le PS Plus, bah du coup je l'ai pris, j'ai testé rapidement, mais à la manette, alors à la manette c'est franchement pas terrible. Je pense que faut au moins avoir les contrôleurs PS Move pour avoir quelque chose d'un peu intéressant à faire. Je sais que Martin Lebelon il l'utilise pas en réalité virtuelle forcément, il l'utilise avec la caméra pour capter ses mouvements et les PS Move, ce qui lui permet d'avoir le même feeling qu'en VR, mais quand même sur son écran de télé pour pouvoir être plus à l'aise, peut-être, je sais plus pourquoi, mais pas Pas forcément porter avoir le le casque casque tout sous le le. temps, ouais. C'est ça? Ou le casque, mais alors vraiment, cette appli, elle est fantastique. En plus, c'est un moteur de jeu, donc du coup, on peut vraiment aller, on peut créer et avoir des choses interactives. C'est pas juste visuel, quoi. On peut partager l'expérience, faire des mini-jeux, des mini-expériences. Donc ça, c'est très cool. J'aurais rêvé, je rêverais qu'il arrive un jour sur PC. En plus, il est pensé pour des gens qui sont pas forcément pros ou qui connaissent le sculpt ou le dessin digital. Et du coup, la manière dont ils ont envisagé les outils sont vraiment faits pour. Ma mère pourrait presque l'utiliser, quoi. Désolé, maman. Mais il n'y a pas besoin de connaître. La 3D dans d'autres logiciels pour s'en sortir dans Dreams, et ça c'est super. Et finalement il y a des outils où enfin, moi et même d'autres personnes qui travaillons avec des outils professionnels à l'année, etc., on les a vus arriver en disant mais
mais pourquoi il n'y a pas ça dans nos softs, quoi? Enfin, c'est tellement plus logique et plus simple. Pourquoi nous, on doit se prendre la tête pour faire la même chose? Allez, les gars, regardez chez Dreams et puis copiez-nous la fonction et intégrez-nous ça, quoi. Donc ouais, ça, c'est vraiment top. Et du coup, il y a Substance Modeler aussi qui vient un peu de là, puisqu'ils ont débauché la moitié de l'équipe de Dreams aussi pour l'intégrer à Substance Modeler, où il y a quelques tools justement de Dreams qui se sont retrouvés dedans, comme le scatter d'éléments en duplication pour faire des arrêts, etc., qui est extrêmement simple, beaucoup plus que dans d'autres applis. Ouais, effectivement, Substance Modeler que j'ai, mais que j'utilise finalement extrêmement peu. Je l'avais testé avant sa sortie et en fait, j'ai jamais eu le temps d'intégrer d'une manière ou d'une autre à mon workflow. Encore une fois, peut-être parce que je sculpte peu et la modèle, je vais vite autrement. Il y a ça, et puis là je vais me mettre à vraiment l'utiliser parce qu'il y a une mise à jour qui était vraiment très attendue, notamment avoir des images de référence dans le logiciel, c'était quand même la base, et ça vient tout juste d'arriver. Il y a des gens comme Glenn Saucerne, donc de la chaîne Saucerne GFX, qui reprend du coup l'utilisation de Modeler grâce à ça. Ça va amener beaucoup d'autres choses. La retopologie aussi directement dans Modeler. Donc j'en reparlerai plus spécifiquement quand je parlerai de l'application, mais il y a quand même des grosses avancées. Ça prend un peu de temps, mais il y a des bonnes choses, il y a des bons outils. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui si ça continue comme ça. Ouais, je pense aussi. J'avais été très sceptique. Pas critique, ouais, sceptique, ouais, merci. Très sceptique au début quand il avait annoncé, parce que bon, déjà, qu'il est un petit peu médium, que comme toi, j'avais quand même beaucoup, si c'est pas ce que j'utilise le plus, j'aime beaucoup ce logiciel, et je me dis, aïe, danger. Et finalement, le développement s'est quand même plutôt pas mal passé, et à sa sortie, il était déjà quand même plutôt mature dans un marché où, on va pas se mentir, ZBrush domine, toujours avec des très bon soft. Attention, je suis pas en train de dire que ZBrush c'est pas bien. Blender, on peut faire du très bon sculpt aussi dedans. La force, à mon sens, qu'a Substance Modeler en dehors des outils ou autres, c'est le fait qu'il est hybride. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. C'est-à-dire qu'on peut travailler en flat sur un ordinateur tout à fait standard comme sur ZBrush ou Blender, ce que vous voulez, et on chausse le casque et bim, on est dans la VR. Et du coup, il y a certains trucs qui sont, comme on disait au début de notre échange, des plus pratiques à faire en VR. Il y a des trucs en VR qui sont chiants à faire. Il faut dire ce qu'il y a. Les micro-détails, c'est un enfer en VR parce qu'on a toujours la main qui bleu-blotte un peu et du coup être extrêmement précis, alors à moins de se mettre des grilles, etc., pour arrêter les mouvements, pour être un petit peu guidé et compagnie, ça peut se faire, mais des fois la grille elle est pas exactement à l'endroit où on veut et tout. Enfin, ça peut vite devenir là contre-productif. On va passer plus de temps à essayer de se caler pour faire un petit détail que sur un ordi avec sa souris et son clavier, où là on peut être très très précis, aller vraiment zoomer et au poil de cheveux près. Donc ça, c'est un gros avantage, je trouve, qu'il a, c'est vraiment proposer les deux mondes, et on peut vraiment tirer le meilleur des deux mondes au final, et c'était un très bon move. Ouais, il y a de plus en plus de choses qui vont arriver comme ça en mix VR et non VR, mais c'est le premier qui lance ça effectivement. Donc on peut chausser son casque, l'enlever, se remettre sur le PC directement et remettre après se réimmerger dans la scène, ou devant sa pièce à modeler en 3D. Donc et puis ouais, effectivement c'est plus un modeleur maintenant qu'un sculpteur. Ça, j'avoue que maintenant c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose en hard surface comme on appelle, qu'avec Medium où c'était même très considéré pour de l'organique à cause de ce rendu-là, effectivement un petit peu mou. Ouais, mais oui, voilà, c'est ça. C'était un petit peu mou parfois ou difficile à retopologiser, mais bref. Ça marche. Voilà. Et donc ouais, ça c'est une belle avancée, je pense qu'il a un bel avenir devant lui, ça prend un peu de temps, mais il y a des équipes qui bossent très très dur dessus, puis il y a l'écosystème aussi de Substance derrière, donc ça doit aider au niveau moyen, au niveau logistique aussi. Et puis oui, effectivement, ça... Pardon? J'ai oui, complètement. Enfin, c'est ça qu'Adobe qui était très en retard quand même là-dessus par rapport à d'autres, et on sentait bien qu'il voulait y aller. A fait quand même le bon move, quoi, en reprenant bon Substance, et pour l'instant, ils font plutôt, je trouve, le truc bien avec Substance, qu'il continue à évoluer dans le sens où il était censé évoluer. Il profite des atouts d'Adobe, Sensei, d'autres outils, etc.,
sans doute maintenant Firefly aussi qui va arriver dessus d'une manière ou d'une autre. Et quand ils ont rajouté Modeler à ça, bah, en fait, on se retrouve avec un espèce d'écosystème qui fonctionne quand même bien. Alors oui, il y a un abo, si on veut tout, ça fait un abo qui est quand même comme la Creative Cloud, qui a un coût. Mais bon, d'un point de vue professionnel, c'est un coût qui est pas si énorme que ça et qui fonctionne bien. En plus, le reste des outils Adobe derrière, le cloud et compagnie. Enfin non, c'est pareil, ils ont vraiment fait, on peut être critique à plein d'égards sur les grosses boîtes comme ça, sur Adobe et ça, ils sont pas tout parfaits, personne ne l'est, mais là-dessus, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot et on a une suite 3D là, Modeler et du coup Substance Painter, Designer, et ce que vous voulez derrière, qui permet quand même de faire vraiment un bon boulot pour la création, et c'est tout ce qu'on demande, quoi. Et puis si on veut que Modeler, éventuellement c'est possible maintenant sur Steam directement, donc c'est une très très bonne idée. Je pense que ils ont entendu aussi ça, la communauté des artistes utilisateurs d'abord de Medium et puis maintenant Modeler, donc oui, n'avoir que la licence pour utiliser Modeler, c'est déjà très bien, et puis après passer sur Blender ou autre pour la texture ou d'autres travaux. Et oui, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est ce qui, moi, m'a choqué, je sais pas si tu es d'accord, c'est la facilité effectivement de travail, mais c'est surtout que des gens comme nous, alors, on touchait un tout petit peu à l'époque la 3D, mais du coup on a très facilement pris en main l'application, le logiciel, et en fait c'est tout à chacun en 2 heures, 3 heures qui prend en main le logiciel au lieu de se taper des formations, que ce soit sur Maya, Blender, etc. Là c'est très facile à prendre en main, et tout un chacun sans forcément beaucoup de connaissances, peut arriver à modeler, modéliser, sculpter, peindre directement en VR. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah ouais, complètement. Ça, c'est les logiciels classiques en flat sur l'ordinateur qu'on connaît tous, hein, Maya, 3ds Max, Blender ou autre, ZBrush et compagnie. Il y a le poids de l'interface. Et ce qui les rend complexes à utiliser, bon, en dehors du fait que avec une souris et un clavier, c'est pas toujours aussi évident qu'avec ses mains qu'on connaît parfaitement, puis qu'on est bébé et qu'on manipule bien déjà, ça aide. Mais il y a quand même énormément d'interfaces toujours à se bouffer, des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus, des raccourcis, etc. Qu'on oublie complètement et souvent qu'on n'a pas du tout en VR. Bien que je trouve quand même que, à force évidemment de vouloir en faire plus, les applications VR se complexifient avec le temps. Là où elles étaient beaucoup plus simplistes au début, mais bon, on peut en faire plus. Mais en tout cas, l'interface en elle-même, comme on crée avec ses mains. Éventuellement sur les manettes, on a trois pauvres boutons et un stick analogique avec 4 boutons éventuellement. En fait, ça suffit, quoi. Il y a un bouton pour déclencher la matière pour sculpter. Éventuellement, des fois, on a besoin de ses 2 mains si on veut tracer des choses à 2 mains, mais c'est évident. Donc oui, un gamin c'est-à-dire 14 ans, parce qu'avant, on n'a pas le droit de faire de la VR normalement. Un gamin de 14 ans, il sait l'utiliser en 20 minutes. Et on fait des choses parce qu'on les sent, là où sur un ordi c'est moins évident, comme on parlait tout à l'heure, de sentir l'échelle, de sentir la position, de tourner des fois rapidement autour de son objet. Quand j'explique à des étudiants, alors voilà, bon, premier cours de l'année, le viewport, pour se déplacer, alors vous avez le clic central de la souris, mais sur l'autre logiciel c'est le clic droit, sur l'autre logiciel c'est le clic gauche. Alors pour zoomer, ça va, c'est facile, mais alors pour orbiter, il faut maintenir la touche contrôle. C'est un enfer, quoi. C'est-à-dire que rien que pour se déplacer dans le truc, il y a 50 boutons à se rappeler, des raccourcis, des trucs. En VR, c'est... Ouais, par logiciel, en plus, ils sont pas tous d'accord. Bon, après, ça, c'est normal, mais il n'y a pas un qui a dit, bon, écoutez, les gars, on arrête les conneries, on fait tous comme ça, c'est pratique et démerdez-vous. Non, donc je sais que là c'est l'enfer quand tu passes d'un soft à l'autre dans le même cours, c'était là, ah pardon, non c'est pas ça, là je voulais me déplacer, j'ai zoomé, j'ai tout envoyé péter ma scène, c'est pas ce que je voulais faire. En VR, là au moins pour le coup tout le monde s'est mis d'accord, c'est le pinch d'Apple mais avec les manettes quoi, c'est vraiment on appuie sur les 2 grabs et en général la scène on zoome et on orbite, voilà, c'est toujours à peu près la même chose. Ça une fois qu'on l'a dit ou qu'on l'a découvert, c'est instinctif quoi. Donc et tout est comme ça. Donc c'est vrai que nous, ça a été effectivement, là je parle pour nous deux, hein, parce qu'il y a d'autres personnes pareilles, ça a été une vraie porte d'entrée dans le faire plus de 3D. Et comme on démarrait vraiment en 3D à ce moment-là, ce qui était encore dur à faire dans un logiciel classique, là ça devenait évident. Donc finalement, ce qui nous restait, c'était le lighting, le texturing, un peu de retopo, d'optimisation en règle générale, mais finalement on arrivait à sortir nos objets. Ça y allait tout seul, et vite en plus.
On est passé de galérer une journée pour un truc, en 20 minutes, il est fait, quoi. Donc, c'est pour quelqu'un qui veut s'y mettre, ça peut être une bonne entrée pour s'aider à mettre les pieds dedans et à partir de là, élargir après sur autre chose. Et tu parlais de tes élèves tout à l'heure. Est-ce qu'il y a dans les écoles d'art en particulier, enfin les arts au sens général, est-ce qu'il y a autant un engouement sur la VR que ce que tu es en train de dire là? Est-ce que les écoles et les élèves ont capté vraiment l'intérêt, le potentiel C'est très gris, c'est très duel. C'est vrai que comme dans plein de secteurs, hein, au moment du Covid, clairement, il y a eu un boom, tout le monde était coincé chez soi, il y a eu énormément d'achats c'était le Quest 2, je crois, à l'époque, hein, il est vendu. Ça coûtait pas trop cher, on était coincé à la maison, ça permettait aussi d'aller faire du chat amélioré avec Tati à l'autre bout de la France qu'on pouvait pas voir, etc. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que les gens en ont acheté. Du coup, à ce moment-là, j'ai vu effectivement les élèves en école d'art digital. J'avais des classes où en moyenne, sur 20 élèves, il y en avait 8-10 qui avaient des casques et qui évidemment avaient mis les mains dans du Medium, du Gravity, Quill moins parce que c'est un peu plus exotique on va dire, mais ils faisaient du sculpte, donc ils ont fait du sculpte en VR, ils s'étaient rendus compte évidemment des avantages. Mais au final, comme c'est pas forcément beaucoup utilisé dans les studios en tant qu'outil créatif, j'entends, c'est-à-dire qu'ils ont des casques, hein, plein de studios, je suis ils ont des casques, ils font des jeux VR, etc. Mais on va développer pour la VR, on va tester le jeu en VR, mais on va pas forcément sculpter en VR. Alors qu'à la fin, on a un FBX, un OBJ, on peut l'embarquer dans Maya si on a besoin, ou en 3DS si c'est ça que vous utilisez, ou Blender ou autre, et continuer de bosser dessus. Enfin, c'est pas fermé comme solution. Donc je sais qu'il y a quelques artistes sporadiquement qui l'utilisent, mais il n'y a pas eu un raz-de-marée d'outils. Après, il y a le coût, il y a le développement, il y a les machins, enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais dans les écoles, il y avait eu un petit quelque chose. Et j'avais pensé à ce moment-là qu'effectivement, on allait apprendre plus de choses en VR aux élèves. Et finalement, et depuis, c'est un peu retombé parce que du coup, comme on n'en parle pas tant que ça dans les écoles, qu'il y a des écoles qui n'en parlent même pas du tout. Certaines ont de la VR, ont des cours de ça. Hein. Je pense à Artefix par exemple, qui font des choses autour de ça. Je crois que comment ça s'appelle. Bref, il y a 2-3 écoles qui sont réputées avec des projets qui sortent régulièrement par rapport à ça. New Edge ont tous les élèves en concept pour un casque VR pour bosser. Enfin voilà. Il y a des écoles qui le font. Moi, je sais que par exemple, là où je suis à Bordeaux, à Brassard, je pense que c'est international, enfin national dans tous les Brassards, on fait un workshop pour les 2e années, si je ne m'abuse, workshop VR. Mais c'est pas la création qui sont VR, c'est qu'on fait un petit jeu en VR, une expérience en VR pour apprendre comment on intègre, comment on crée une application en VR, un petit jeu, les interactions, attraper un machin pour le jeter, tout ce qui peut être un peu marrant en VR à la base, mais à aucun moment on va utiliser Gravity Sketch pour le créer ou quoi. On va avoir quelques casques à l'école, mais pas assez pour tout le monde, etc. Enfin, c'est compliqué. Dans les game jams, par contre, des fois, je vois les élèves qui sont un peu vendus à la VR. Oui, ils vont ramener leur casque ou ils vont utiliser ceux de l'école pour faire un petit jeu en 2-3 jours en VR et éventuellement le tester beaucoup, mais certains utilisent effectivement les applications créatives aussi, mais c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas eu au final une espèce de volonté d'intégrer plus que ça, malgré étrangement je trouve l'efficacité que ça fait gagner, la facilité et les coûts. Et le fait que je trouve pas que l'argument comme on peut l'avoir avec Blender, même si ça a bien changé et que maintenant je pense que la plupart des écoles commencent à faire des cours sur Blender aussi, oui mais en studio on utilise Maya ou 3ds Max, donc on va pas faire du Blender. Là on s'en fout puisque que le studio l'utilise ou pas, c'est l'artiste qui l'utilise et à la fin comme je dis on a un FBX, on le balance dans Maya ou 3ds Max et puis voilà quoi. Enfin, je vois pas où est le problème là-dedans. Si par contre j'ai mis 20 minutes pour faire mon asset au lieu de 2 heures, patron content, moi faire plus d'assets dans le même temps, donc moi plus rentable, donc en général équipe managériale sourire aux lèvres. Enfin, j'ai pas, sans parler forcément gros sous systématiquement, c'est pas le but de ces boulots-là, pas que, pas être rentable, mais quand on parle de rentabilité, en général, il y a comme les oreilles qui se dressent, quoi. Et là, je l'ai pas trop senti. Après, je comprends que pour une boîte aussi, on peut pas imaginer que ses employés passent 8 heures par jour sous un casque. Il y a d'autres trucs qui viennent aussi en ligne de compte. On sait comment ça peut se passer dans les boîtes. Oui, absolument. Moi, c'est
C'est assez bizarre de voir les réactions pour le futur casque d'Apple Vision là, où les gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir travailler entièrement dans un casque, alors que bah, pour la VR ils l'imaginent pas. C'est Ouais, l'effet Apple quoi. c'est ça. Mais c'est parce qu'on voit tes yeux de dehors. Ça change tout. Ah, ça change tout. T'es dedans sans être dedans, du coup. T'as la batterie dans la poche, c'est pour ça. C'est ça, voilà. Ouais, et puis je pense qu'il y a eu une mauvaise communication aussi, ou un défaut de communication sur ce qui est possible en VR. Nous, on le voit parce qu'on est dedans, on est un petit peu biaisé parce qu'on sait un petit peu ce qui se fait, etc. Mais quand on regarde dans l'industrie l'utilisation de la VR, alors beaucoup pour les concept artistes parce ils ont bien compris le Oui, potentiel, tous. les concept artistes donc pour produire une image rapidement ou un modèle 3D, etc. C'est extrêmement rapide, ils peuvent faire des itérations très facilement et très rapidement, donc c'est entièrement un outil qu'ils ont pris en main et ils ont montré le potentiel de ces trucs-là. Et puis effectivement dans l'industrie, moi je pense à Onward de Pixar, le titre en français c'est là-haut, en avant, en avant. En avant. En avant, le véhicule, il a été entièrement fait en VR. Donc je leur montrerai en petit Ouais. encart dans la vidéo à quoi ça ressemble pour que les gens se le remettent en tête. La scène de John Wick 2 à la fin du film, elle a été créée en pré-production entièrement en VR pour voir ce que ça donnait. Est-ce que le storyboard collait, donc le storyboard 2D et 3D, ça collait bien à ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils ont remodifié effectivement quelques éléments de la pièce pour l'intégrer après dans la scène du film? Donc pareil, je remettrai un petit peu comment dire, des visuels sur le sujet. Il y a quand même pas mal de choses qui se font. Je sais pas si tu vois des exemples, storyboard notamment, storyboard 3D. Ouais, non, mais ça, complètement. En fait, le truc, c'est que je trouve en cinéma, étrangement, enfin, pas d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus ancré déjà. En tout cas, il y a certaines teams, certaines équipes, certains studios qui sont habitués depuis des années, hein. C'est pas tout, c'est pas frais du tout. Mais fais-moi du storyboard VR, et du blocking de scène en VR pour des scènes, enfin en réalité augmentée à l'époque, c'était pas forcément en VR pur, mais c'était le Seigneur des Anneaux, enfin peut-être les deux tours, mais je me demande si sur Seigneur des Anneaux, Peter Jackson l'avait pas fait mettre en place avec une caméra traquée pour pouvoir aller naviguer dans la scène qui avait été bloquée en 3D de manière j'imagine sur Maya à l'époque ou sur 3ds Max, et pouvoir visualiser son shot à l'avance. Donc voilà, c'est il y a plus de 20 ans. Donc storyboard VR, c'est quelque chose qui se fait, et ça paraît toujours un petit peu étrange, je trouve. Des gens qui sont très habitués au storyboard 2D. Les deux sont pas incompatibles. Mais du coup, on va pouvoir donc bloquer la scène en 3D de manière plus ou moins fine. Ça dépend de l'artiste ou des volontés. Il y a même des boîtes qui ont leur propre logiciel, leur propre distribution logicielle pour faire ça, avec leurs propres contraintes. Faire une base de lighting, pourquoi pas une petite base de matériaux. Enfin, ça mange pas de pain, ça va assez vite. Et à la fin de la journée, en plus, on peut bosser à plusieurs. Par exemple, sur Gravity Sketch, on peut faire ça à 3-4 personnes, sans parler d'autres logiciels. Donc, on peut faire une scène complète très très rapidement. Puis à la fin de la journée, vous avez le réel qui passe, qui vient mettre son casque, sa petite caméra virtuelle à la main, et qui peut tester ses shots et du coup reprendre des photos dedans pour refaire du coup un storyboard 2D classique à partir de ces photos. Mais du coup, on testait beaucoup plus. Si vous imaginez, voilà, en 2D, je vais devoir dessiner mon storyboard. Très bien. Maintenant, j'ai une autre idée. Bon, faut que je redessine des trucs, faut que je remélange, faut que machin, etc. Là, en une demi-heure, votre réal, il peut se faire 25 versions de la même scène en disant tiens, alors j'ai testé la scène en mettant là. Tiens, tu peux pas me déplacer le mannequin du bonhomme là, voir si je le mets là, ou tiens, bah là il se prend une balle dans la tête, il saute comme ça, ah bah non, là du coup il va tomber de ce côté. Et l'artiste, il intervient en temps réel, pouf pouf pouf, il déplace ses trucs, le réel il est juste à côté avec sa petite caméra, il prend les trucs en photo, et puis après derrière on peut en modifier, ça n'empêche pas de faire un storyboard 2D en amont ou en aval, pour affiner les expressions, des détails, des choses comme ça. Mais c'est un vrai gain de temps en production, donc ouais, le storyboard, et ça pour le coup, c'est storyboard blocking, c'est vraiment pas mal utilisé. Et après sur des projets euh, plus plus personnels aussi, je vois par exemple Quill qui est en animation est quand même vraiment beaucoup utilisé. Alors soit des boîtes pour faire du blocking du coup, hein, bien sûr, soit pour faire des films complets directement sur Quill. Hein, il peut suffire à lui-même être indépendant. Alors là le truc c'est que il y avait Gepetto Studio il y a 3 ans qui avait fait Goodbye Mr. Octopus, si je ne m'abuse, qui avait été primé à la Mostra de Venise, qui est donc un film d'animation
méga quali, hein, qui a quand même pris 1 an à faire à 3 personnes, full sur Quill, et des projets comme ça, il y en a pas qu'un. Soit c'est des films où on peut, je me rappelle Studio Zero, hein, qui a fait pas mal de trucs où on se balade dans l'animation, on a quand même une histoire qui nous est racontée, mais on peut regarder autour de nous, on peut des fois se déplacer un petit peu. On peut le regarder plusieurs fois de différentes manières, surtout le même film, il y a toujours des détails à regarder, effectivement. Ouais. Des détails ou des scènes qui sont volontairement cachées et où on sait à l'avance qu'on verra pas tout la première fois et que seule une partie de l'histoire nous est vendue. Donc soit il faut se déplacer pour tout voir, mais du coup on en perd un bout pour en retrouver un autre, soit on revoit l'histoire et on se déplace dedans pour voir différentes bribes. Enfin, c'est d'autres manières de raconter aussi. C'est assez intéressant. Il y a des super trucs de fait comme ça. D'ailleurs, on parle de la fin pour revenir sur la Mostra, ça fait des années maintenant qu'ils ont un compétition en réalité virtuelle, hein, aussi, hein, où ils priment des films faits en réalité virtuelle. Hein. Je pense qu'au moins depuis 2020, si c'est pas avant, c'est le cas. Me semble qu'au MIFA à Annecy, c'est le cas aussi. Donc, ouais, il y a un vrai. Il y a un vrai débouché professionnel aussi à connaître l'outil, même si c'est pour une finalité, pas forcément pour la création du projet sous le casque ou quoi que ce soit. Il y a un vrai marché, il y a plein de sociétés, je parlais de Richemont au tout début de l'entretien, mais des boîtes qui ont pu me contacter ou que je vois faire des projets en réalité virtuelle. Il en existe plein, mais vraiment plein. C'est des vrais débouchés aussi. Il n'y a pas que le film et les jeux vidéo des grosses boîtes qu'on connaît. Il y a plein de trucs dont vous entendrez jamais parler qui concernent des marchés un peu plus niches. Des fois pas niche, mais juste qui vous intéressent pas, donc vous les regardez pas. Et finalement, le boulot que vous y faites en tant que créatif, c'est exactement le même que si vous avez bossé en ciné ou en jeu vidéo, sauf que c'est pour du bâtiment, c'est pour les hôpitaux, c'est pour une boîte privée qui a besoin de développer un outil en réalité virtuelle ou quoi que ce soit, et c'est super intéressant aussi. Donc il n'y a pas que la partie émergée de l'iceberg qu'on voit, il y a énormément de choses derrière. Et donc du coup, connaître la VR, ça peut être un vrai levier d'embauche entre deux artistes de niveau proche, mais l'un connaît l'environnement et pas l'autre. Si le but c'était de faire ça ou d'attirer ce genre de clients, là ça fait la différence. Oui, très, très, très clairement. Il y a de plus en plus de démocratisation de réalisation. Je pense quand tu parlais justement de films, je pensais à Stéphane Berla, qui est un très très bon artiste français et qui a réalisé plusieurs clips. Je crois que c'est pour Chaka Ponk. Il avait fait un clip sur la sur le Covid. Et puis un film d'animation avec Quill, Medium Quill. Et puis un autre, j'ai plus le nom en tête, j'ai les images en tête, mais je remontrerai du coup en encart. Et effectivement, c'est très très grande qualité. Beaucoup de travail et en VR, donc c'est largement faisable. Et maintenant, il y a le Paris New Image Festival qui concentre aussi des studios ou des créateurs tout simplement, soit d'expériences, soit de films en réalité virtuelle. Donc c'est possible de découvrir ça aussi à Paris, pas forcément à la Mostra de Venise. Donc voilà, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui se font. Intéressez-y vous. Je sais pas si c'est très français, mais voilà, faut s'y intéresser. Ça marche. Et, et puis surtout, ouais, je repensais à mes petites notes, mais et puis là, surtout là, ce dont on parle en général en VR, c'est la cinétose, donc le mal des transports. Le mal des transports en VR, alors déjà c'est de moins en moins présent sur les nouveaux casques, sur les nouvelles expériences, et surtout dans les applications créatives, on y est moins sujet. Parce que enfin, les conditions ne sont pas réunies pour créer ce genre d'effet indésirable à la VR. Oui, parce que ce qui pose problème souvent, c'est les mouvements non désirés. C'est pour ça que dans les jeux ou autres, on a l'espèce de petite canne à pêche là, avec le téléport, la réduction effet tunnel, etc., pour éviter que l'oreille interne soit trop perturbée, puisque virtuellement on bouge, mais physiquement vous êtes le cul posé sur votre chaise ou debout dans votre salon. Donc forcément, pour ceux qui, c'est comme quand on est un peu malade en bagnole, c'est l'oreille interne, elle n'aime pas trop ça. Bon, il y a des gens, ça leur pose pas de problème, donc je n'ai pas trop de soucis avec ça en règle générale. Mais du coup, dans un logiciel créatif, les mouvements, c'est vous qui les faites. Et vous vous déplacez pas, vous n'êtes pas en train de conduire une voiture ou de courir devant des extraterrestres dans Half-Life. Donc, vous n'avez pas ce problème, vous êtes autour de votre scène, de votre objet.
vous interagissez de manière assez micro, et quand vous déplacez, c'est votre scène que vous déplacez, et vous le savez. Donc le cerveau, il n'a pas à se dire attends, je suis en train de me déplacer dans ma scène, mais en vrai mon corps ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Là non. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui peuvent être un peu sensibles ou qui ont déjà une mauvaise expérience, a priori si sur les applications créatives en tout cas, vous ne serez pas sujet à ça. A priori, je vais mettre entendu. Non, il y a toujours des petits bugs ou des trucs comme ça qui peuvent survenir, mais en soi, non. Euh, Est-ce que tu attends quelque chose? On parlait de Figmin tout à l'heure comme application. Est-ce que tu attends quelque chose, peut-être prochainement d'ailleurs, sur le développement de la VR ou plutôt la XR au sens large, donc la R et la VR? Ouais, bah évidemment, bah là j'aimerais bien changer de casque aussi, parce que mon Rift S commence un peu à vieillir, et j'attends beaucoup le Quest 3, le Quest Pro. Je pense que je fais pas assez de grosses applications VR AR pour que l'investissement justifie, bon encore que, mais donc du coup le Quest 3, ouais, s'il a un patron proche et des fonctions proches, serait la bonne porte d'entrée là-dessus, pour avoir quelque chose d'autonome aussi, sans le câble, quand j'en ai besoin pour regarder un truc, faire une petite application gentille ou quoi que ce soit, et le raccorder à l'ordinateur pour bosser sur les logiciels habituels, et donc pouvoir profiter de Figmin et des nouveaux jeux ou applications qui nécessitent un pass-through, donc une surimpression de l'environnement virtuel sur votre environnement réel, hein, en réalité augmentée tout simplement. Donc ouais, l'attente là pour la fin d'année, Papa Noël, si tu m'entends, j'aimerais un Quest 3 qui sort avant Noël. Qui sortent avant Noël, ouais. Normalement c'est Ouais. début janvier, mais genre, On verra. Il y a la conférence Meta et dans pas très longtemps, là, j'ai reçu le les mails, 27. donc voilà, on verra à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Pour parler de toi, du coup, quels sont tes projets? Tu parlais de Magic Machine tout à l'heure, donc un Ouais. studio, on peut résumer ça comme ça, un studio? Et, exactement, ouais, le but, ça va être d'apporter des solutions à des projets plus importants, parce que pensons, je travaille en indépendant tout seul, et on me demande souvent de faire des projets de plus en plus conséquents, ce qui est très bien, j'en suis très content, merci, mais j'ai que 2 bras et les journées font 24 heures et les délais sont pas forcément plus longs, donc je suis voilà avec les amis artistes que je connais autour de moi, mes anciens élèves dans les écoles ou autres, et tout petit quanti de personnes, il était peut-être temps d'élargir un petit peu et pouvoir, dans un premier temps en tout cas, en faisant appel à d'autres freelances et en chapeautant une équipe de freelance, de prendre des projets plus importants en VFX, en post-prod, en concept, tout un pipeline aussi, aller pour certaines réaliser des scènes pour un projet en outsourcing au lieu d'autres équipes, d'aller du concept à la réalisation, à la post-production directement, donc y compris le son aussi, hein, puisque moi je viens du son à la base, donc c'est une compétence que je remets dedans. Donc voilà, là la prochaine grosse étape c'est ça, et puis toujours des cours dans certaines écoles et des projets personnels au milieu de tout ça. Mais bon, là, c'est les rentrées qui approchent. Donc là, en ce moment, je suis surtout dans les préparations de cours qui m'occupent pas mal. J'imagine. Il y a de quoi faire. Ok, et puis donc les projets qui sont sortis ou en passe de sortir, là, je sais que tu as sorti une intro avec Étienne Vitani sur le jeu Eden. Ouais, tout à fait. On a fait c'est un peu pour tester la viabilité de ce projet Magic Machine aussi, hein. Donc avec Etienne Vitani, on a réalisé 2 trailers pour un jeu à venir, un jeu Web 3, qui s'appelle Eden Discovery. On a géré tout du board à la livraison, donc de petits trailers. Le scénario venait du client, hein, évidemment, mais du coup à partir du brief et de sa base de scénario, on a vraiment tout fait. Donc ça, c'était vraiment très 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 cool. On a bien découvert comment créer tout un pipeline, des outils pour travailler à distance et en simultané sur différents logiciels. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Donc il y a eu Richemont en début d'année, là, comme je disais, l'expérience VR, mais ça, je pense que personne ne le verra jamais, hein, puisque c'est pour une boîte privée. Pour l'interne, J'ai rien signé ou quoi que ce soit de particulier
Donc j'ai le droit d'en parler. Je pense que c'est pas secret ou quoi que ce soit, mais je pense pas avoir l'occasion de montrer grand chose dessus. Et le résultat final, même moi, je suis pas sûr de le voir un jour, fondamentalement, sauf si j'y vais. Mais c'est pas une application distribuée ou quoi que ce soit, donc là, j'en saurais rien. L'an dernier, j'avais bossé pour Rendeavor aussi, donc là pour le coup, pareil, c'est pas encore sorti, j'ai pas d'informations, donc c'est un gros projet XR. Wait and see. Il y a pas mal de trucs comme ça. J'avais bossé pour le Futuroscope aussi, pour du concept pour Futuroscope, des choses comme ça. Donc ouais, pas mal, beaucoup de projets ces dernières années. De mémoire, je crois que c'était l'attraction sur les tornades. Tout à fait. C'était pour la pub pour Chasseur de Tornades, ouais. Bien cool. Une bonne réalisation. Là, je vois de plus en plus de choses tourner là, sur ce sujet. Je suis pas encore allé au Futuroscope, mais effectivement, ça me donne envie d'y aller. Ah, j'avoue, ouais, j'y suis allé au printemps et honnêtement, enfin cette attraction particulièrement là, en réalité augmentée, enfin XR, appelons ça plutôt de la XR, c'est pas vraiment la réalité augmentée là, elle est incroyable. Enfin vraiment, c'est le taf qui a été fait sur l'attraction, hein, j'entends en elle-même, là, c'est une vraie expérience. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'attractions similaires dans le monde. C'est la vitrine du parc, hein, clairement maintenant, un Chasseur de Tornades. Après, il y a pas mal de choses. J'étais allé il y a très longtemps, je pense il y a 20 ans. Ils ont quand même bien amélioré, refait des attractions, etc. Il y a quand même c'est vraiment très très cool. Il y a des choses en réalité augmentée ou en XR qui sont vraiment très intéressantes. Ouais, Tant mieux, parce que c'est un secteur qui a évolué très très vite, très rapidement, de manière très qualitative et oui, c'est quand même assez difficile à suivre pour un parc d'attractions. Toutes ces technologies-là, donc sortir quelque chose qui change, qui fait pas désuet au moment de sa sortie. Et c'est ça. C'est comme ça qu'à un moment, ils avaient été, genre, moi, je me rappelle, il y a 20 ans, ils étaient à fond dans la VR déjà. Et personne connaissait, c'était waouh, quoi ce truc-là. Sauf qu'après, maintenant, vu que tout le monde pour 400 balles peut avoir un casque à la maison, enfin aller au Futuroscope pour faire la même expérience, c'est pas là-dessus qu'ils vont vendre des places, quoi. Donc finalement, j'étais content de voir qu'ils ont réussi, y compris avec du casque aussi, mais à aller plus du côté XR ou AR. Et proposer vraiment de l'immersion, des choses un peu novatrices, etc. Parce que faire une attraction, bah, c'est des années de R&D, c'est beaucoup de budget. Ils peuvent pas à chaque nouveauté technique développer un truc dans le mois, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais ils arrivent quand même à se maintenir à la page Et que ça dure des années surtout. Et oui, et puis que l'attraction va durer des années en temps coût et en étant amortie. Donc ouais, c'est pas machin. Bah non, dans un an on a changé de tech, on jette l'attraction, on en fait une. C'est pas possible. Donc c'est quand même un parc et c'est pas facile, je pense, à gérer. Mais là, j'ai vu qu'ils allaient sortir en 2024, 2025 une extension aquatique, hein, genre un espèce d'aqualand sous bulle, là, avec de la réalité augmentée. Alors là, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Donc, voilà, il y a des toboggans, des machins et tout, mais quoi, on va avoir des toboggans avec de la projection dans les toboggans, peut-être des casques amphibies pour faire des expériences immersives sous l'eau, ou voir des poissons en air ou quoi. Enfin, il y a des trucs de fou à faire aussi là-dessus. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont développer dessus. Donc wait and see d'ici un an ou deux à la livraison de ce nouveau truc. Quoi. Et ce sera accessible de l'extérieur. J'ai pas d'action Futuroscope, hein, c'est pas parce que j'ai passé pour c'est même pas pour directement, c'était pour un prestataire pour le Futuroscope. Mais ce parc-là, aquatique, sera en dehors. Donc c'est-à-dire qu'il est compris dans le billet du Futuroscope, mais on peut aller juste à ça sans aller au Futuroscope aussi. D'accord. Ok. J'irai voir ça, j'irai suivre ça. Ça peut être intéressant. Emmenez vos enfants et tout, ça va être marrant. Ok, donc Magic Machine, début 2024, la sortie de ce studio-là, et donc avec beaucoup d'intervenants. Je te souhaite beaucoup de succès avec cette nouvelle entreprise, ce nouveau travail. Donc on a des jolis projets. Oh, j'en doute pas. Non plus, c'est vrai. Eh ben, merci Mao, encore un plaisir. Je te reconvoquerai pour de nouvelles Créa News, nouvelles interventions pour dire un petit peu ton avis d'expert aussi. C'est aussi pour ça que je te convie à ça, c'est avoir ton avis. Et puis effectivement, on a découvert la VR et son potentiel, donc c'était important pour moi d'avoir ce genre d'avis-là. Et merci. Eh bien, écoute, avec plaisir, merci à toi pour l'invitation, surtout, merci Yannakel, et au plaisir. Et à très vite, bonne continuation. Merci.
C'est la fin de cette série de 2 vidéos sur la VR créative, j'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, à commenter, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour ça, et à très vite pour le nouvel Créa News.